24 octobre 2024, épisode spécial Patreon. On va avoir plusieurs sujets à parler dans cet épisode exclusif à Patreon, dans un sens où c'est vraiment vous qui avez décidé du contenu qu'on va présenter dans cet épisode-ci. Avant de commencer, Pascal, quelques petits messages d'intérêt général. Je reprends mon souffle parce que pendant la tourne d'entrée, je suis monté en haut aller chercher mon téléphone puis je l'ai pas trouvé. Fait que j'étais un peu essoufflé. Pas drôle vieillir. Hein? Non, c'est pas facile vieillir. Plusieurs nous l'ont demandé. Les listes préliminaires du TSLH Espoir, ça s'en vient. Mi-novembre, on devrait enregistrer notre podcast classique des listes préliminaires pour le repêchage 2025. On voit commencer, on commence à voir en fait des listes sortir sur les réseaux sociaux. Bob McKenzie a déjà sorti sa liste. La Centrale a sorti une première liste également. Fait que oui, le TSLH Espoir va sortir ses listes à la mi-novembre. Pour ma part, malheureusement, cette année, une première, je préfère le dire tout de suite parce que c'est mieux d'être transparent. On a toujours été comme ça au TSLH Espoir. Je n'aurai pas de top 32 pour le préliminaire. Je vais commenter l'épisode, je vais être là, c'est sûr. J'aurai pas de top 32. Je vais commencer probablement avec un top 15 ou un top 20. Ces derniers temps, il a fallu que je mette le scouting de côté à 100%. Fait que ça fait quasiment 3 à 4 semaines là, que j'ai pas scouté. Là, fait que, puis je serai pas capable de récupérer le retard. Fait que pour le prélim, je vais y aller dans un top 15, top 20. Puis je vais revenir en force pour la mi-saison, ça c'est sûr. Ouais, malheureusement. Fait que dommage, mais bon, je vais revenir en force au mid. Inquiétez-vous. Yes. Autre message également. Carte d'hockey. C'est pas vraiment un message. Mais on va l'ouvrir en début de podcast, Pascal, si tu le veux bien, avant de commencer Vas-y. ce beau podcast-là. Vous allez comprendre, ceux qui sont en audio, on rouvre des cartes de hockey, un paquet à chaque épisode pour le simple plaisir d'avoir un hit en direct avec nos amis sur Patreon. J'ai des cartes Tim Hortons. Je vais l'ouvrir aussi. C'est moins le budget. On fait ça en début de podcast. Fait que après ça, on va commencer avec nos fameux sujets. Une carte de Ryan O'Reilly. Hey boy. Il n'y a pas grand-chose. Ceux que c'est pas des hits, là, je les montrerai pas. Là. Les cartes de Pavel Buchnevich, je pense pas qu'on va sortir ça. Je sais pas si ça vaut de quoi, Pascal, tu me le diras, mais une Gaming XP de Clayton Keller. C'est belle, mais je connais pas nécessairement les inserts de cette... de quelques une Gaming XP de Nathan McKinnon, je pense pas que ça vale grand-chose non plus. Là. Surtout qu'elle a plein de trous dedans. Ouais, c'est ça. C'est à cause de mon fond d'écran. Ils sont pas dégueux, mais je pense pas qu'on ait grand hit là-dessus. Comme la UD portrait de Bob Thomas, Robert Thomas. Je pense pas que ça vaut de quoi non plus. Là. Non, je pense pas non plus. Tant que c'est pas des Young Guns, je vous dirais que c'est pas très alléchant. Et voilà, ben absolument rien dans ce paquet-là, Pascal. C'est correct, ça. Fait que je suis un petit peu déçu. Pour l'instant, j'ai pas... en 2 paquets, j'ai pas grand-chose. Toi, tes cartes, Tim? Hey, écoute, hein? Gros hit. C'est quoi? Non, c'était des bases. Une base. Et Philip Forsberg, Pure Gold. Wow! Un beau 30 cents. Ouais. Peut-être qu'un jour, on va ouvrir un paquet puis il y aura la Young Guns Gloss de Cutter Gauthier. T'as quand même 2 bases de gardien de but. Ouais. Walt puis Hottinger. Alright. Donc, voilà pour le petit segment carte de hockey. On attend encore notre gros hit sur le podcast. Ouais, qui va rembourser l'abonnement annuel à Sports Contract. Ouais, c'est ça. on va payer notre plateforme de scouting avec des cartes de hockey. Bonne chance. Ouais, c'est ça. Alright. Beaucoup de sujets dans cet épisode-ci, Pascal.
nos membres Patreon nous ont réellement gâtés. Puis on rappelle à ceux qui nous écoutent et qui sont membres à forfait Patreon à partir de Rugueux, vous avez droit à des game reports, des scouting reports de joueurs que vous pouvez commander auprès de nous. Fait qu'hésitez pas à nous envoyer vos choix en privé ou par courriel. Premier sujet, Pascal, ben c'est très évident. Le Canadien de Montréal qui a connu un match dégueulasse contre les Rangers de New York. Mais bon, 50 minutes aux poubelles. Ouais, c'était très atroce comme match. Il y a eu beaucoup de réactions par la suite. Comment tu trouves une performance comme ça à la suite déjà de 3 défaites de la troupe de Martin Saint-Louis? Ah, c'est sûr, c'est décevant. J'ai bien aimé le fait que Suzuki prenne un peu les choses en main, m'amener pendant une couple de minutes, scorer 2 buts, mais le 5e but a décollissé le Canadien. Les gardiens de but n'étaient pas là, mais c'est vraiment un match d'ensemble qui était mauvais. Mais la réaction est sur le net, sérieux, je la comprends pas nécessairement, parce que à quoi vous vous attendiez? C'est la même équipe que l'année passée. J'en ai déjà souvent parlé dans le podcast, mais le fait que les jeunes, collectivement, ont 1 an de plus, c'est le pire mythe dans le hockey. C'est-à-dire que 1 an de plus égale meilleure équipe. C'est excessivement faux. Ça n'a jamais été vrai. C'est les vétérans, c'est vraiment l'ensemble quand tu as des points forts dans tes points piliers, dans tes joueurs piliers, que ça va avoir un impact. Il n'y a rien qui a changé. Tu n'as pas Monahan. Fait que déjà là, en startant la saison, tu as moins de vétérans. En plus, tu as une pré-saison de bouette que l'équipe n'a jamais joué ensemble au total, qui a été dérangée pour au moins 3 matchs à cause de plein d'affaires médiatiques. C'est l'ensemble de la pré-saison, c'était acheté aux poubelles. Ton équipe n'est pas prête. Mentalement, il y a full distraction. Puis bang, ça va pas super bien. Il y a des matchs que ça a bien été. Mais tu sais, je comprends pas la réaction. Puis là, ça pointe Saint-Louis. Mais c'est pas Saint-Louis le problème. C'est à glace. C'est pas rendu là. C'est la 3e année de la reconstruction. Ils sont pas pantoute rendus au moment d'être dans le mix comme ils vendaient. Là. C'est probablement ça aussi le problème. Là, ouais, de vendre dans le portrait. Mais tu sais, de parler de série que les joueurs, en fait, les joueurs se sont mis bien trop de pression pour rien. Puis tu sais, on parlera pas de Jacky pour l'instant, on va sûrement en parler après, mais ça n'aura eu aucun impact dans ces 3 joutes-là. L'équipe est juste en bas de peloton dans la Ligue nationale de hockey. Je comprends pas. Tu sais, il y en a que je comprends parce qu'ils savent pas c'est quoi, là, mais tu sais, la majorité m'a amené à quoi vous vous attendez. Je comprends pas la réaction d'être aussi fâché. Oui, il aurait dû être meilleur, il a donné le meilleur effort, ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné, mais ils ont tellement pas les effectifs que, tu sais, il y a 3 joueurs peut-être qui sont constants. Tu sais, Hudson est constant, Montembeault, l'effort est là, mais ça n'a pas été un gros match pour lui. Matheson, l'effort est tout le temps là aussi, mais tu sais, pour ça, il y a 0 constance. Kapanen, mais c'est pas lui qui va avoir un impact. Il ne faut pas s'attendre à gagner, là, à jouer peut-être pour 500 gros max. Mais tu sais, Line n'est pas là, puis tout. Je comprends juste pas les gens, les journalistes, de bêcher sur le CH. Tu t'attendais à quoi? C'est justement ça le problème. Le fameux mix. Tu sais, au début de la saison, sur les ondes de boulevard, tu sais, déjà, la saison n'était pas commencée encore, que je disais que j'étais écœuré de cette expression-là. Puis, tu sais, c'est comme si le Canadien se devait, en début de chaque saison, d'imposer des attentes avec une expression quelconque dans le mix. On veut continuer Why not us? Why not us? Puis on arrive en série, tout se peut. Puis, tu sais, c'est ça, c'est tout le temps des attentes que là, c'est repris en boucle partout. On a parlé de hard coaching au début de l'année sans même savoir que c'était une expression de l'année passée, mais parce que ça a sorti dans le documentaire. Dans le preview. Sur Crave. Là. L'avez-vous écouté, le documentaire? C'était pas cette année, ça, c'est l'autre d'avant. C'est ça. Fait que là, tu sais, à un moment donné, là, quand on spin en boucle des affaires, là, le monde embarque dans les attentes, puis là, ben, on est déçu. C'est juste que, tu sais, dans la façon que le Canadien est sorti contre les Rangers, tu sais, moi, ce qui me faisait capoter, c'est qu'au début, tu sais, avant même que la game soit
L'entraînement matinal n'était pas commencé, que le débat, c'était ben là, si Matt Rempe est là, on habitue Jacky. Puis moi, j'étais comme, hey, c'est les Rangers, là, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale présentement. Puis c'est possiblement une des meilleures sur papier. T'affrontes le meilleur gardien, t'affrontes une des meilleures offensives de la Ligue, et tout ce que tu trouves à chercher tourne autour de Harbour, Jacky. Sérieusement, ça a été un coup de pelle d'en face, mais j'espère que ça va ramener à la réalité bien du monde, parce que là, on enlève l'histoire de Jacob Trouba, là, mais que Jacky était là ou non, là, ça ne change rien. Le CH était pas du même niveau, mais pas Non. du tout, du tout, du tout. Ça avait aucun sens. Puis, moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'à un moment donné, on a souvent dit aussi, il y a beaucoup de défenseurs dans l'équipe. On va tellement avoir une bonne défensive bientôt. Mais on dirait que là, on se rend compte que c'est pas pour tout de suite, puis on est fâché de ça. Mais c'est totalement normal, là. Le seul problème, c'est que dans le système, ce que je trouve, c'est pas une flèche envers Martin Saint-Louis. Moi, je trouve personnellement que le débat comme quoi qu'il doit démissionner ou qu'il doit être congédié, je trouve ça complètement ridicule. Ouais, c'est stupide. Mais le problème, c'est que là, les défenseurs se portent beaucoup à l'attaque. On a beaucoup de défenseurs offensifs qui se portent à l'attaque. Puis j'ai l'impression qu'une équipe comme les Rangers avait fait leur devoir, tenait les ailiers plus haut dans la zone. Puis c'est pas la première équipe que je vois faire ça cette année. Puis le Canadien donne des surnoms, c'est épouvantable. Il y a un mélange des défenseurs qui s'éternisent en zone offensive. Shout out à Lane Hudson, là, on l'adore, là, mais il va falloir qu'il corrige ça. Il s'éternise beaucoup en zone offensive. Il y a beaucoup de surnoms qui sont donnés. Puis quand ton défenseur défensif sur lequel tu t'appuies se nomme David, je ne bouge presque plus les hanches, Savard, ben, t'es dans la merde. Puis Samuel Montembeault, il est bon, c'est pas Carey Price. Il peut pas se dresser derrière une défensive aussi pitoyable que ça. Défensivement, je parle. Parce qu'il est là le problème, tu sais. Un jour, peut-être, le CH va avoir une bonne défensive. Défensivement, quand Goulet va être mature, quand Reinbacker va être prêt, c'est pas tout de suite, là. Puis là, on le voit, là. On le voit qu'il y en a des carences, puis ils sont majeures, là, les carences. Pilier, il n'y a pas de gros défenseurs qui stabilisent tout le monde puis qui fait en sorte que tout le monde est dans la bonne chaise. Il n'y a personne dans la bonne chaise. Goulet, c'est la première paire, il joue trop. Il se blesse beaucoup. En plus, il joue pas du bon bord. Oui, il est bon, Goulet, là, on voit qu'il est vraiment excellent, mais il peut pas prendre toute cette charge de travail-là. Puis on le voit, il se blesse tout le temps. Maintenant, en tout cas, à quoi vous vous attendiez? Je pense pas que j'étais un gars full intelligent qui se pense meilleur que tout le monde, ben, qui a joué midget 3A puis qui se pense meilleur. C'est pas ça pendant tout ça, là. J'ai pas joué tout midget 3A, j'ai jamais été entraîneur ou scout. Mais il me semble que c'était évident. C'est ça depuis 3 ans. Le même alignement, avec les mêmes jeunes, avec beaucoup de jeunes. Pas de vétérans, qui a vraiment du leadership puis du talent incroyable. Le mix est dégueulasse. Attendez-vous pas à une série ou être dans le mix nécessairement. Oui, ils vont jouer des games qui valent plus que l'année passée pendant un bout, mais maintenant, le peloton de tête va se séparer. Ça sera pas trop long. Là. Oui, mathématiquement, il va rester 12. Il faut qu'il y ait 12 points puis ils vont être dans les séries. Mais 12 points à une saison, c'est tough pareil à remonter. Là. En tout cas. Oui, l'année, ça va faire du bien en novembre, décembre, janvier, whatever, quand est-ce qu'il va venir, mais ça ne changera rien. Non, c'est encore un si. Et vous le savez. Là, c'est toujours des si. L'année, ça va sauver le club s'il en marque 40. À un moment donné. Quand tu regardes, puis je trouve la question bonne, là, Simon Limoges, il demande en commentaire, est-il temps de simplifier le système défensif avec une défensive de zone? Je suis pas en désaccord, visiblement, le man-to-man, ça marche pas. Ça marche quand tu t'appelles Lane Hudson parce que c'est son style de couverture en zone défensive. C'est le genre de gars qui va rester sur l'homme, qui va pas lâcher et tout ça. Mais je pense que de changer un système défensif en fonction d'un seul joueur, puis
je sais pas, là. Je sais pas si Martin Saint-Louis a décidé de switcher en man-to-man en zone défensive parce que Lane Hudson joue comme ça. Non, mais ça a toujours été ça un peu, là. Mais ça marche pas, là. Clairement, ça marche pas, là. Tu sais, tu regardes, tu sais, ton défenseur défensif dans l'équipe devrait être, mettons, Jalen Strouble. Puis malheureusement, je sais pas si sa blessure va pas l'incommode bien. encore, mais en début de saison, ça va vraiment pas bien. Après ça, tu as un Herbert Jacquet qui est censé être ton 6e, 7e défenseur. T'sais, présentement, c'est plate. Là. Il y en a qui vont être fâchés d'entendre ça, mais Herbert Jacquet, à part être un goon, il fait pas grand-chose à la glace. Là. Fait que, mais c'est le genre Il n'y de a pas de défenseur. progression, Jack. Il y a C'est zéro ça. progression. C'est ça qui est étonnant. C'est le genre de défenseur qui se devrait d'être difficile à jouer contre puis qui couvre bien sa défensive, puis c'est pas le cas. Mm. Après ça, qui t'a comme défenseur défensif? David Savard, à grosse limite. Matheson a toujours eu des carences en def. Mayu aussi. Hudson, pas qu'il est mauvais dans sa zone, je trouve qu'il est hargneux pour aller Il y a récupérer des les limites. rondelles, Il y a mais des il est limites. limité, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, puis là, ben Barron, il est beige un peu dans tous les aspects de la game. Là. Mm. Fait que, Il n'est pas un mauvais début de saison, mais il n'y a pas un excellent début de saison non plus. Il y a personne, en fait, il n'y a personne qui a vraiment un début de saison incroyable. T'sais, Hudson, oui, là, mais il ne fait rien de plus que ce qu'on connaît de lui. C'est juste qu'il est prêt à jouer dans ce niveau-là, mais il y a des affaires qu'il faut qu'il corrige. Moi, ça me dérange vraiment pas prêt à gagner. Fait que c'est le temps de faire des montées et de perdre la rondelle alors que tu es le dernier. C'est juste qu'à 28 ans, il va falloir plus qu'il en fasse de ça, contrairement à Subban qui en a fait toute sa carrière. Là. Mais tu sais, Hudson, faut que le monde vive avec ça, mais je pense pas que personne n'est contre. À fond, on chiale sur Hudson, sur ses revirements, whatever, parce que tu vois tout ce qu'il fait de positif. Et sur la glace, as-tu du fun? Sacrément, oui. C'est le seul moment dans la game que c'est le fun à regarder, ou presque. C'est Slavkovski, il a un début de saison dégueulasse. Suzuki, il est point per game, puis peut-être pas dégueulasse. Le premier trio, il produit, mais est-ce qu'ils ont un impact incroyable sur la game? Pas tant que ça. T'sais, fait que c'est Kirby Dack, mais il a manqué une année. Tous les facteurs de point d'interrogation qu'on se demandait, ça va être dur, ça va être dur. Tout est confirmé. Fait que là, ben, ça peut pas être moins bon. On va espérer que ça aille mieux, mais c'est pas grave. Écoute, c'est un bon draft. Youpidou. parlant de Kirby Dack, Oui. on va y aller avec une première question officielle de nos membres Patreon. Parce que Kirby Dack, on se rappelle, c'est censé être le centre numéro 1, nous dit-on, sur plusieurs tribunes. C'est censé être le joueur sur lequel l'offensive devrait s'appuyer, nous disait-on après 3 matchs préparatoires de qualité et 2 matchs de saison régulière de qualité. Puis là, ben, c'est un début de saison très difficile pour Kirby Dack. Et là, Kirby Dack, on parle de lui comme étant un ailier, Pascal. Ben oui. Toujours été un allié. Est-ce qu'on devrait le projeter, Dak, comme ailier? Est-ce que c'est terminé, cette histoire-là de c'est le premier centre des Canadiens de Montréal? Finalement, ça va-tu être un ailier de deuxième trio, Kirby Dak, selon Ben, toi? en tout cas, à mes yeux, il n'y a jamais été question qu'il soit un centre de premier trio. Qu'il soit un centre de deuxième, peut-être, mais il faut qu'il soit mieux appuyé. Il ne l'est pas en ce moment. Il y a 0 appui. Kirby Dack, en ce moment, aux ailes. Je l'aime bien, Newhook. Lainé aurait été un vrai ailier, mais là, il n'y en a pas. Encore une fois, à quoi il fallait s'attendre? Pas grand-chose. Puis il en vient d'un an. Mais Dak, tu sais, on en avait parlé au début du podcast, moi puis Max, moi puis Lorchie, j'avais dit, je le vois pas comme un centre, là. Puis, ben, tu sais, il confirme pas. Il y a quand même des atouts, là. Mais je trouve que quand il joue centre, ça y enlève certaines possibilités dans son jeu pour que ça soit moins complexe, dans le fond. Parce que je trouve pas qu'il y a un IQ incroyable. Pas IQ, un Hawkinson incroyable. Mais qui d'autre? Qui d'autre que tu veux faire jouer là? Fait que, tu sais, moi, ça ne me dérange pas qu'il reste centre à long terme, mais s'il repêche un centre cette année ou whatever, mais ça serait peut-être bien d'avoir un vrai centre pour appuyer Suzuki. Ouais, oui, Dak Ellier. J'aimerais bien mieux Dak Ellier, sérieusement.
dans le pipeline présentement, Pascal, tu as comme frôlé un petit peu, mais ça faisait partie de la question. On a eu 2 questions, en fait, là, au sujet de Kirby Dach. Il y a Jay Talbot qui demandait avez-vous confiance en Dach au centre du deuxième trio pour le moyen-long terme. On vient d'y répondre. Il y a aussi Denis Pierre qui demandait, tu sais, est-ce qu'on préfère le voir à l'aile, considérant qu'en carrière, sur 200 matchs, il y a à peu près 35% d'efficacité dans le cercle des mises en jeu. Ouais. Puis si c'est pas un joueur de centre du top 6, c'est qui on le voit remplacer? Est-ce que c'est dans le pipeline? Est-ce qu'on va préférer aller chercher ce type de joueur-là via le marché des transactions? Selon toi, un gars comme Michael Age, comme Ivan Demidov, peut-être, pourrait-il se glisser dans le top 6 du Canadien? En même temps, pour Age, Demidov, je pense vraiment que c'est un ailier. Si c'était un centre, ça serait comme un. Parce que ça serait quand même inattendu. Ça pourrait arriver, mais je m'attends pas à ça pantoute, là. Mais je pense pas que dans le pipeline, en ce moment, il y a quelqu'un qui peut aspirer au poste de deuxième centre. Le développement, tout peut nous surprendre. Michael Age a un très bon début de saison NCAA. Mais je trouve que ça serait un peu comme. En tout cas, je le projette pas nécessairement comme un centre top 6. Si ça arrive, tant mieux, sérieusement. Mais en ce moment, j'ai de la misère à le mettre là. Kirby Dach, il est comme là un peu par défaut. Moi, je le vois plus comme ailier, mais c'est probablement lui qu'ils vont choisir. Mais c'est ça. Je pense pas que c'est à l'interne la réponse. En ce moment. Ouais, puis on va d'ailleurs y revenir sur le début de saison de Michael Age plus tard dans l'épisode. Autre question concernant les Canadiens. C'est Jay Talbot encore qui nous pose cette question-là. Merci, merci Jay, merci aux membres Patreon de vos questions. Encore une fois, c'est vraiment des bons sujets que vous avez amenés. Qu'est-ce qu'on pense de l'idée de jouer avec 7 défenseurs et faire une rotation des ailiers à l'avant? D'avoir genre un 7e défenseur spécialiste du powerplay, en zone défensive, un gars, mettons, de rôle que tu peux placer de temps en temps, plutôt que d'avoir un ailier de 4e trio. Qu'est-ce que tu penses de ça, Pascal, de jouer à 7 défenseurs? Bon, j'ai jamais vraiment été fan, je te dirais. Oui, ce serait bien que tous les défenseurs des Canadiens jouent, mais ça empêcherait peut-être un Heinemann ou un Kapanen de jouer en avant. Mais là, il y a tellement des blessures que je sais pas, je laisserais ça 12-6 en ce moment. Je vois pas en quoi ça amènerait quelque chose de plus, mettons, là, de faire 11-7 à l'heure actuelle. Je sais pas c'est quoi ton opinion à toi là-dessus, là. Mais à part de faire jouer le fameux Jacky qui, va, en fin de compte, va probablement se faire expulser du match à cause de quelque chose, non, je vois pas. Je comprends que, mettons, des Josh Anderson, des Yoel Armia, Brendan Gallagher, on est déçus de leur apport. C'est surtout un apport en lien avec leur salaire aussi. C'est tout le temps quelque chose d'un petit peu tannant. Là, on n'aime pas leur contrat. C'est tout. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas un grand apport sur la patinoire non plus. Mais il n'y a pas un défenseur présentement qui joue d'une façon à convaincre l'état-major ou les coachs de jouer à 7 défenseurs. C'est ça. Il n'y en a pas un. Puis tu sais, jouer à 7 défenseurs, c'est dans l'optique où tu veux avoir Jacky sur le banc au cas où ça brasse. Puis là, c'est drôle, l'année passée, on se faisait taper sur la tête que Jacky, il s'est joué au hockey, mais tout ce qui ressort présentement, c'est « Ah, Jacky, on devrait l'envoyer sur la glace, tel autre gars, il va jouer » ou tel incident physique serait pas arrivé s'il était sur la glace. Fait qu'au final, vous faites juste nous donner raison que Jacky, c'est un goon. Fait que c'est ça. Et avoir un goon défenseur, ça marche pas. C'est impossible d'être une équipe qui avance vers l'avenir, qui dans le classement, qui a un goon défenseur. On devrait le transformer en allié. Non! Faudrait juste qu'il prenne la maturité, puis se développe, puis progresse. Ce qu'il n'a pas fait en 2 ans ou 3 ans même.
C'est le même Jacky qu'au début. En fait, au début, il était meilleur. Je trouve pas qu'il s'est amélioré dans aucun aspect du jeu. Son tir, il est moins menaçant qu'au début. Il touche moins la cible qu'au début. En défensive, il semble perdu. Est-ce que c'est Martin Saint-Louis qui l'a mêlé? Non. Il a essayé de l'aider, mais il n'a peut-être pas le hockey sense, peut-être pas les lectures ou bien le talent qu'il faut pour progresser dans cette ligue-là. Fait que tant mieux, j'aime bien l'avoir dans l'alignement, mais c'est un 7e pour l'instant. Rien d'autre. Mais ça veut pas dire que les autres sont meilleurs tant que ça non plus. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Il n'y a pas grand monde qui fait la job. Je regarde dans les commentaires, tu sais, tout à l'heure, Pascal, on parlait de Kirby Dack, tu sais, qui... est-ce que son remplaçant au centre, si on le voit à l'aile, se trouve dans l'organisation? Puis il y a PL Vézina, tu sais, qui nous souligne que les agents libres en 2025, ouais, au niveau des joueurs de centre, c'est quand même intéressant. Tu sais, je pense là, c'est marqué dans le style Chandler Stevenson, mais Chandler Stevenson, je pense qu'il a signé un contrat quand même à long terme. Là. Fait que je pense pas qu'il soit agent libre cet été, mais on voit le genre un petit peu. Là, un genre de joueur de centre qui risque de ne pas être signé par sa propre formation. Je n'ai pas la liste devant moi. Mais oui, c'est le genre d'éléments que tu peux ajouter pendant l'été. Il va falloir, en fait. Il va falloir. S'il ne veut pas payer des jeunes ou des pics pour acquérir de l'aide immédiate, l'année, c'est un cadeau immédiat. Il l'a pas acheté. Mais il va falloir qu'il signe sur le marché des agents libres. Il n'y aura pas le choix. Si, mettons, il veut vraiment être dans le mix, puis appuyer ces jeunes avec un peu plus de piliers, un peu plus de stabilité, ben ça se paye avec des vétérans, puis avec des contrats. Mais qui va vouloir signer à Montréal, je ne sais pas, là. Mais tu sais, il manque des Sam Bennett, il manque de ce genre de joueurs-là qui a un impact, en plus d'amener un peu de philosophie comme le Canadien va implanter dans sa culture. Fait que... ça va être un gros été l'année prochaine. Après une saison, je suis décevant. Ça risque de mieux aller au début de la saison l'année prochaine, mais il va falloir que le Canadien fasse les moves pour. Là. En plus, il va y avoir des Midov, tant mieux, mais il va falloir d'autres. Ça peut pas être encore le même noyau l'année prochaine. Il y a des joueurs qui vont partir. Là. Il y a Dvorak, Evans qui leur contrat fini, même si j'espère qu'Evans va revenir. Là. Mais il va y avoir des changements. Je peux pas croire que ça va être le même. Que le point fort d'été, ça va être une signature de Slavkovski, comme mettons Slavkovski, puis un échange pour un gars qui a joué 17 games l'année d'avant, ou moins que ça, je ne me rappelle plus c'est quoi. Là. Écoute. En tout cas, si tu veux être dans le mix. Tellement tanné cette expression-là. Dans le portrait. Dans la course. Notre évaluation de Logan Mailloux et de Oliver Kapanen jusqu'ici, depuis le début de la saison, Pascal, Oliver Kapanen, on en a souvent parlé sur le podcast. C'était un joueur on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse le grand club. On avait certaines réserves au niveau offensif chez les professionnels. Commençons par Oliver Kapanen. Pascal, ton appréciation du joueur finlandais jusqu'ici. Je suis convaincu. Là. Il m'a j'étais un sceptique et là, il est correct. il a sa place dans l'alignement. Je trouve qu'il a un impact à beaucoup de niveaux. Offensivement parlant, en fait, il n'y a rien qui marche offensivement parlant pour personne, quasiment. Mais je trouve quand même qu'il crée des occasions devant le filet. Il crée des revirements là, en échec avant. C'est un des seuls qui, constamment en échec avant, vole des rondelles parce qu'il a un excellent bâton à 1 contre 1 ou juste en anticipation. Fait que moi, j'ai absolument rien de négatif à dire sur Kapanen, excepté le fait que son plafond est pas incroyable. Mais Saint-Louis peut l'utiliser un peu n'importe où, puis ça fonctionne quand même bien. C'est juste qu'il faut pas s'attendre non plus à trop, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas de cohésion en ce moment pour personne. Fait que, en ce moment, moi, c'est un A pour lui, parce qu'il m'impressionne, m'a convaincu, puis qu'il prouve à chaque match qu'il a sa place dans l'alignement. À quoi tu peux t'attendre de plus que ça? T'sais, au départ, j'ai comme l'impression qu'il va finir par s'en rendre aller parce que pas qu'il va s'essouffler, mais
l'alignement va se stabiliser, les blessures, il va en avoir pas nécessairement moins, mais il y a des vétérans qui vont être corrects, puis on n'aura plus nécessairement besoin de lui, puis il va aller jouer plus de minutes en Suède. Non, il va rester ici. Il a sa place. Puis, en lien avec la question de Christian Labrec sur Patreon là, concernant Kapanen, est-ce que sa place respective dans l'alignement futur du CH a changé, à ton avis? La projection d'Oliver Kapanen a-t-elle changé depuis son arrivée à Montréal? Ben, bottom 6, je voyais maximum 4e trio, moi maximum 3e trio avec certaines spécialités dans l'alignement est fort possible. C'est ça, il m'a convaincu. Je le vois pas comme un top 6. S'il devient, tant mieux. Mais tu sais, parce que il n'y a rien qui pouvait nécessairement nous dire que ça allait être ça. Tu sais, il y a du monde qui disait le contraire. C'est bien correct, là. Je m'en fous un peu de leur évaluation. Parce que tu le regardais en Liga, le 3/4 de l'année, il est dégueulasse. Puis le moment donné, ça débloque, il produit un peu plus, mais la seule affaire qu'il a faite, c'est qu'il arrête d'aller partout puis qu'il se concentre plus vers le filet. Ben parfait, tant mieux. Là, tu arrives ici, puis tu espères qu'il ait un impact incroyable. Tu sais, défensivement, il va probablement être correct, mais tu sais, la marche est quand même haute. Il arrive ici, puis il en démontre encore plus que ce qu'il faisait l'autre bord. Tu sais, je vous l'avais dit. Ouais, mais il n'y a rien qui pouvait vraiment t'annoncer ça. Fait que je trouve ça un peu spécial de se vanter de ça, mais je suis vraiment, 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 vraiment étonné de ce qu'il fait. Puis, tant mieux, c'est un bon hit des scouts de cette année-là. Je trouve que c'est justement ce déclic-là qui, tu sais, comme tu le dis, là, le moment où il a commencé à attaquer plus le filet, d'aller récupérer des rebonds, d'être présent dans l'enclave. Tout le temps à bonne place. Tout le temps, c'est pas de la chance, là. C'est tout le temps. C'est des choses qui deviennent payantes dans la Ligue nationale. On le dit souvent, tu sais, avec les espoirs du repêchage, terminer son action au filet, être présent en avant du filet, tu sais, quand tu n'es pas un joueur élite au niveau offensif, c'est des choses que tu fais dans ton jeu puis qui va te donner des points pour le hockey professionnel plus tard. Puis c'est vraiment ça dans le jeu de Kapanen qui a décliqué puis qui lui a permis en fait de produire comme il l'a fait depuis la fin de la saison passée. Tu sais, c'est dans le carnet de notes pour amélioration de mes capacités d'évaluer un prospect puis de le projeter. Mais tu sais, parce qu'il n'y a rien qui annonçait nécessairement que ça allait être ça. Son année après repêchage, il était barouetté un peu partout, ça n'a pas super bien été. Après ça, c'est ça. Offensivement parlant dans la Liga, OK, c'est correct, mais l'impact n'est pas nécessairement là. Puis là, cette année, l'année passée, moitié de saison, OK. Après ça, incroyable. Bon, ben. C'est quoi la vraie version là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tant mieux si en plus physiquement puis mobilité, c'est vraiment un NHL. Il y a tout pour être au moins quelqu'un qui est capable de jouer dans un alignement d'une équipe de fond de classement. On verra éventuellement si il est capable de jouer dans une équipe qui aspire. Mais je pense pas que la réponse est négative. Je pense que ça va être un cheap labor pendant un bon bout. Est-ce que ça va être un gars à la Lekonen qui se développe facilement plus sur le tard? On verra. On n'est pas rendu là. Il y a certaines affaires dans son jeu qui ressemblent beaucoup à Lekonen. Logan Mailloux, le défenseur nous a pas servi sa meilleure séquence sur le deuxième but, je pense, de mémoire. Deuxième ou troisième but des Rangers quand il y a eu un dégagement qui n'a pas été refusé parce que avec Strobel. Parce que Strobel et lui ont arrêté de patiner. Le joueur des Rangers a passé, récupéré la rondelle et mis ça dans le filet. Ça faisait junior. Et là. Ça t'arrive une fois, ça. C'est le genre de jeu que tu vois dans des ligues amicales, des ligues de garage, des ligues de bière. Tu sais, faut pas le dire c'est à cause de l'arbitre qui l'a dit à la dernière seconde. Non. T'es dans la Ligue nationale de hockey, tu communiques, tu y vas chercher la rondelle, peu importe où qui est rendu l'autre joueur, tu fonces. T'arrêtes quand ça siffle. Pas. C'est ça. C'était un peu ridicule comme joueur. Tu sais, encore une fois, je m'en fous un petit peu. C'est une erreur de débutant. Puis ça va rien que leur arriver une fois. J'espère. Tu sais, Mailloux, moi, son début de saison à Laval, écoute, il a été magistral. J'ai aimé le fait qu'on le voit quand même plus offensivement qu'en pré-saison avec Montréal. Il n'y a pas le choix, mais on dirait que c'est ça le
le mot d'ordre, c'est-à-dire créer de l'offensive. Mais je trouve qu'il n'utilise pas assez son shot ne touche pas assez le filet. Il va falloir qu'il trouve un peu plus sa place à ce niveau-là parce que son shot est sa caractéristique principale en offensive, en plus de sa force physique, de sa mobilité, tout, là. Tous les aspects physiques de puissance, c'est vraiment ça qui ressort dans son jeu. Mais niveau défensif, c'est encore difficile, mais moins pire, vraiment moins pire que ça l'a déjà été. Est-ce qu'il a sa place? Dans le contexte actuel, je pense pas que c'est le meilleur environnement pour ce genre de joueur-là à être dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il y a trop de passagers, il y a trop de gars qui sont en développement au début de leur courbe puis qui stagnent un petit peu. Je veux pas que lui, ça le fasse stagner. Fait qu'il y a ça qui est problématique. Mais c'est un des seuls qui est capable de jouer là. Fait que si tu veux qu'on fasse. J'aimerais ça. J'aimerais ça revoir Mailloux à Laval rapidement. Tu sais, moi, Mailloux, je veux le voir à Laval comme un vétéran. Je veux le voir comme étant le pilier en défensive cette année. Je veux qu'il maximise sa confiance le plus possible dans la Ligue américaine. Pas que je le connais suffisamment pour avancer ça, mais c'est plus un feeling que j'ai concernant Mailloux par rapport à son parcours, par rapport à comment il agit depuis son arrivée chez les professionnels. J'ai l'impression que des bourdes comme il a fait contre les Rangers, ça peut quand même l'affecter mentalement, sur sa confiance, puis quand même assez rapidement. Puis là, si le club ne gagne pas en plus, j'éviterais ça, moi. Pour lui, je préférerais le voir à Laval, le voir dominer comme il a fait à son premier match, le voir continuer de travailler sur ses lacunes en défensive. Il y a des bons vétérans à Laval en place. La défensive est très bonne à Laval, d'ailleurs. Fait qu'il est appuyé. Il est appuyé défensivement. Fait que je pense que l'environnement de progression à Laval, pour un défenseur actuellement, est pas mal mieux qu'avec la défensive que je trouve, disons-le, exécrable à Montréal. Je trouve pas que c'est un environnement propice à développement pour Mailloux parce qu'il n'est pas capable de faire... On peut pas demander à Mailloux d'être aussi électrisant qu'un Lane Hudson avec la rondelle. C'est pas son style. Fait que, tu sais, Lane Hudson, on l'a vu, là, il est capable de manœuvrer avec la rondelle dans la Ligue nationale. J'ai un peu moins de trouble à le garder dans la Ligue nationale à cause de ça parce que ses positifs sont très nombreux. Ça couvre un peu plus le négatif. Mailloux, ses positifs, c'est pas une critique, mais ses positifs sont peut-être moins nombreux. Puis ses négatifs sont peut-être autant que Lane Hudson. Fait que dans la balance, je trouve que ce serait peut-être plus préférable pour Mailloux d'aller travailler là-dessus en Ligue américaine. Ouais, puis si c'est du fame qu'il veut, il y en a autant à Laval, sinon plus. Du quoi? Du fame? Du fame. Je dis pas que c'est ça qu'il veut, mais dire, la foule l'aime autant à Laval, va l'aimer autant au Centre Bell, puis tout. Fait que tu sais, je trouve aussi que l'environnement de progression est mieux à Laval pour le stade de développement dans lequel il est rendu, puis surtout sur à quel point la défensive n'est pas bonne à Montréal. Je pense vraiment pas que c'est la meilleure place pour lui. Prochain sujet, Joshua Roy qui rate une séance de signature. Tes impressions? T'es sérieux? Non, c'est pas vrai. J'étais comme la gueule à terre. On a qu'à demander à l'autre, là. Il a fait un podcast dessus. Mais non, Non, mais tu sais, honnêtement, là, on n'en sait pas plus. C'est vrai que, tu sais, à première vue, c'est très peu professionnel de sa part. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'on on en a parlé, là, de Joshua Roy, là, puis, tu sais, je pense qu'en privé, ça se dit en podcast, Pascal, je pense que tu as mis le doigt dessus, là. Mais, tu sais, le fait qu'on on dira jamais que ce gars-là, il n'y a pas une bonne attitude. Mais il y a ça qui est arrivé, puis ça qui est arrivé, puis ça qui est arrivé, puis ça qui est arrivé. C'est ça. Il y a un contexte, je pense, avec ce jeune-là. Puis, tu sais, une des affaires que quand ça s'est arrivé, tu sais, puis que son agent est allé parler à BPM Sport, puis, tu sais, il y a un contexte avec les cartes de hockey, dans le fond, que je pense que Max Truman qui en a parlé aussi, puis il y a d'autres personnes qui en ont parlé.
il pouvait pas faire ce genre d'événement-là, en fin de compte, à cause à cause d'un contrat, genre avec Upper Deck, ce genre d'affaires-là. Puis ça s'expliquera à cause de ça. Mais ils ont jamais averti le magasin. C'est juste pour ça, c'est comme, tu sais, pourquoi t'as pas envoyé un petit texto? Ouais, mais est-ce que la responsabilité revient au joueur ou à l'agent? C'est les deux, Olivier Fortier puis lui, tu sais, c'est comme, OK. Puis là, mais, tu sais, ils ont sorti beaucoup d'excuses, tu sais. Puis ça là, ça s'expliquait super bien. Écoute, j'ai juste pas averti. J'aurais dû envoyer un message, puis c'est tout. Ah, OK. Moi, c'est plate, là. C'est parfait. Mais moi, Moi, toutes les excuses, ça ressemblait beaucoup à comme je disais en privé, c'était comme ça ressemble vraiment beaucoup à un kid au secondaire qui a dit hey, mon crayon avait plus de mine quand il m'a dit l'heure. Fait que j'ai pas pu le marquer dans mon agenda. C'est pour ça que j'étais pas là. Tu sais, genre, tu sais qui ment, puis tu sais qui sait qui ment. Fait que tu sais, ta gueule. Moi, quand j'ai vu cette sortie-là de l'agent de Roy, j'ai trouvé que c'était des excuses pour se protéger lui-même. Peut-être aussi, ouais. Quand tu te sens coupable, tu trouves des excuses bidons pour essayer de t'en sortir. Puis, moi, je suis désolé, mais tu sais, quand on veut demander un joueur en entrevue avec le Rocket, il faut passer de deux façons. L'agent et ou la responsable des communications du Rocket de Laval. Si on veut parler à un joueur. Fait un magasin, là, pour un contrat comme ça, d'après moi, il passe par l'agent. Ouais. D'après moi, là, Joshua Roy, il s'est fait dire une séance, on m'a approché pour une séance. Puis ça, c'est un feeling, là, j'ai aucune information. Mais c'est un feeling que j'ai. D'après moi, là, l'agence, elle a dit à Joshua Roy, ça se pourrait que tu aies une séance d'autographe dans un magasin de cartes de hockey, mais on va vérifier s'il y a des enjeux avec les contrats Upper Deck et tout ça. Ça se peut que Joshua Roy, il était même pas au courant de la finalité de cette histoire-là. Puis que l'agence a juste complètement tout chié dans la pelle. Puis que finalement, on tape toute sa tête de Roy, mais il n'y a aucun rapport là-dedans. Je me fais l'avocat du diable. Parce que ça se peut aussi là, qu'il ne se soit pas levé ce matin-là. Là. Ça, on le sait pas. Je me fais l'avocat du diable parce que j'aime voir les deux côtés de la médaille. Je veux pas non plus taper sur la tête d'un joueur parce que ce serait facile de le faire. J'essaie de trouver des hypothèses. Puis, je trouve qu'il y a quand même une certaine logique par rapport au fait que l'agent a beaucoup de responsabilités dans cette histoire-là. Mais bon. Ouais, tu sais, il y a du monde qui ont sorti des infos. Comme je disais, c'est Maxime Trouman dans son podcast. Moi, ça me dérange pas de nommer. C'est pas de la pub, là. Son podcast, il est dans les top au Québec, là, c'est bien correct. Là. Ils en ont parlé aujourd'hui dans l'épisode qui est sorti. Fait que moi, je l'ai pas écouté. Je pense pas que tu l'as écouté non plus. Mais peut-être qu'il y a des infos dedans, puis qu'on sait pas, qu'on n'a pas regardé. Mais ça demeure que je pense que la faute est un peu de tout le monde. Le temps. Fait que. On s'en fout, dans le fond. C'est vraiment, là, on s'en fout. Mais ça a fait faire des clics dans beaucoup de trucs. Puis, tant mieux. Vous aurez observé que surtout sur le hockey, on n'a absolument rien sorti là-dessus. Non, c'est pas de nos affaires. Nous, ce qu'on a fait, c'est d'aller... on a essayé de vérifier l'histoire, en fait. On a écrit au responsable des coms du Rocket de Laval. Il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu de réaction, rien. On s'est fait répondre, mais il n'y avait pas... il n'y avait aucune connaissance de cette histoire-là, rien. Fait que l'organisation n'a pas voulu réagir dans cette histoire-là. Fait que nous, on s'est dit, on passe à un autre appel. Et ça sert à rien. C'est pas nos affaires, en fait. C'est vraiment, là... C'est le magasin, il a eu de l'air un peu... parce que moi, à mes yeux, de faire « je suis pas content ». Puis l'agent du joueur aussi. Fait que c'est comme... Tant mieux si Roy, il en parle juste pas. Passe à un autre appel, Roy, puis concentre-toi sur la glace. C'est ça. Il y a une chose qui est sûre, puis c'est bon pour n'importe quoi dans la vie, on ne sait pas tout. Fait que, exactement. Et ceux qui prétendent tout savoir, méfiez-vous. Ouais. On dit pas que les autres n'ont pas d'infos, mais tu sais, c'est sûrement pas une version. Il y a tout le temps plusieurs versions. C'est ça, histoire, exact. All right. Passons aux choses sérieuses. Une question de Mike Lemieux. On te salue, Mike. Ah merci. non, c'est la question pas gentille.
Porter Martin, ou comme on a pu voir sur Twitter, parfois des Martin Porter. Martin Porter, oui. Porter Martin ou Ivan Demidov en frais de talent d'espoir. Pas juste pour le Canadien, mais en frais d'espoir tout court, Pascal. Ton avis là-dessus? Probablement Demidov. Parce que Martin a encore certains points d'interrogation, même s'il est dégueulassement bon en début de saison, mais il y a quand même certaines choses, pas au niveau de l'effort, mais au niveau de la constance des décisions qui sont un peu problématiques. Puis c'était un peu le cas l'année passée, je pense que t'en as parlé, puis Simon Servant, le gars qui va pas au Rocket. C'était une joke. L'année passée, il en a parlé aussi, Simon Servant. C'est sûr qu'il est bon, là, il est dominant là, cette année. Là. Puis il va l'être toute la saison, puis il va être dans le top 3 dans la majorité des gens, ou dans le top 5, peu importe. Mais j'aime mieux le potentiel offensif de Demidov. Parce que les deux sont des ailiers. Martin, c'est pas un centre. Je pense que j'aime mieux Demidov. Mais je veux pas, j'ai une saison de plus de données là, sur Demidov. Fait que c'est sûr, c'est plus facile à déterminer lui, là. À la fin de la saison, ça va peut-être être différent, mais j'aime beaucoup Demidov. Autant que, pour ce que j'ai de visionnement présentement concernant Porter Martin, je le trouve très créatif sur la patinoire. Il utilise sa portée vraiment très bien, ce que Demidov fait moins parce qu'il n'a pas tant besoin de le faire. Demidov appuie plus sa créativité sur sa mobilité, sur sa lecture des espaces pour aller changer de direction et tout. Mais je suis curieux de... Je le disais au début de l'épisode, là, j'ai dû mettre le scouting de côté un peu dans les derniers temps. Fait que Martin, c'est comme dans les derniers joueurs que j'ai regardés. Moi, j'ai hâte d'écouter, puis on va sûrement en reparler, Pascal, pendant la saison, mais j'ai hâte d'écouter les propos à Marty de la relève, parce qu'ils ont fait un épisode, puis il évoquait certaines craintes au sujet de Porter Martin, puis ça, j'ai hâte d'écouter ça, honnêtement. Puis Cédric, en commentaire, nous suggère plutôt Slavkovski ou Martin au niveau de la comparaison. Slavkovski, je pense. Parce que Slavkovski est beaucoup plus rugueux. Martin n'est pas le gars le plus rugueux. Fait que Slavkovski, il peut baser son jeu quand même sur quelque chose de solide. Puis développer. Mettons qu'il y a une mauvaise game. Là. Il peut au moins baser son jeu là-dessus. Martin, il est plus de finesse, mettons. C'est une bonne question. Avec Slavkovski, sérieux. C'est vraiment une bonne question. Mais moi, les matchs que j'ai vus de Martin, j'ai aimé son implication physique. C'était peut-être moins flagrant que Slavkovski au niveau de l'implication physique, mais je trouve quand même que Cédric touche un point, c'est que si j'avais une comparaison dans le style à faire, peut-être plus que Porter Martin se rapprocherait dans le style de Slavkovski plutôt que dans le style très finesse de Ivan Demidov. Oh oui, ça c'est clair. C'est ça, là, au niveau profil, Demidov, Martin, c'est zéro pareil. Demidov, c'est vraiment un dynamo offensif quand même plus complet qu'on pourrait penser. Là. Mais c'est un gars de possession de rondelles. Martin aussi, mais d'une façon vraiment plus différente, avec un corps carrément plus différent. Désolé pour le sacre. Mais c'est ça. Très bonne question. Pour Slavkovski, écoute, je pense que le plafond offensif de Martin est plus élevé. Mais j'ai comme l'impression que Slavkovski est plus safe comme pick. Mais Martin n'est pas deuxième dans ma liste en ce moment. Fait que, il y a d'autres choix que je prendrais avant lui. Puis que peut-être que le débat entre lui et Demidov, ces joueurs-là, puis Demidov serait peut-être un peu plus déchirant. Mais on verra ça au préliminaire. Alright. On revient sur un espoir qu'on a parlé tantôt, Pascal. Un espoir du Canadien. Nos impressions sur le début de saison de Michael Age du côté des Wolverines.
du Michigan. On a pu voir quelques-uns de ses buts quand même. Il sort une coupe d'highlights à chaque match. Ouais. Je pense que présentement, je pense qu'il est un peu au-dessus de la moyenne du point par match à sa première saison en NCAA. Sur la patinoire, Pascal, ça dit quoi du côté de Michael Age? Il y a un impact. Écoute, c'est beaucoup mieux que l'année passée. C'est la version de deuxième moitié de saison qu'on voit. Un gars de possession de rondelle, la rapidité d'exécution de ses passes dans le rush, il est vraiment dangereux. Son tir est foudroyant. Son tir donne beaucoup de misère aux gardiens de but puis aux défenseurs aussi. Je trouve qu'il, physiquement parlant, il n'est pas assez impliqué encore le long des bandes puis tout, mais il n'est pas encore super développé physiquement. On le voyait dans les entrevues, c'est un piquette. Là. Il a beau payer 190 livres, là, il me semble, dans Elite Prospect, mais ce gars-là, s'il paye 190 livres, écoute, il y avait des roches dans les poches. C'est sûr qu'il est quand même grand, là, mais il est petit, il est vraiment frêle. Fait que c'est pas encore un aspect de son jeu qui est possible. Fait que le trafic, pas nécessairement qu'il fait de l'extérieur beaucoup, mais il n'y a pas de power game pour Michael Hage en ce moment. Là. Ça ressemble beaucoup à... Non, j'ai rien dit. Mais c'est ça. C'est beaucoup d'habileté, beaucoup sur son instinct créatif, son instinct de buteur. Puis ça, sérieux, c'est vraiment dur à contrer en ce moment en NCAA. Puis il est vraiment à la bonne place. Il a un impact. Mais il y a quand même des aspects à son jeu que c'est comme l'année passée un peu. Pas nécessairement en périphérie, mais c'est ça. Il n'y a pas nécessairement de puissance ou de robustesse excessive dans son jeu. Puis, ça se corrige, ça, puis avec la maturité, c'est bien correct. On verra s'il est prêt pour l'hockey professionnel l'année prochaine, mais une année de plus en NCAA, ça ne me dérangerait pas. On verra en cours d'année si je change d'opinion. Tantôt, je trouvais, on parlait de Michael Age, puis il était soulevé là, parmi les potentiels remplaçants de Kirby Dack. Puis, tu sais, Denis Pierre nous avait soulevé le point là, du pourcentage de mise en jeu de Dak qui était assez atroce là, depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Mais Denis Pierre nous demandait aussi, en lien avec sa question, Michael Age, peut-être il pourrait remplacer Dak. Est-ce que Michael Age, dans le cercle de mise en jeu, il est quand même efficace jusqu'ici en NCAA? J'ai pas le chiffre dans la face, je pourrais te le chercher, mais je pense pas que... En fait, j'ai regardé pas mal tous les matchs. Je suis pas nécessairement du genre à me souvenir de toutes les statistiques au niveau des mises en jeu. Mais tu sais, des joueurs comme Owen Beck, comme Oliver Kapanen, ça te saute aux yeux. Leur capacité à gagner mise en jeu. Parce qu'en plus, ils sont capables de prendre le bâton de l'autre bord. Ils pourraient être capables de prendre la mise en jeu à droite ou à gauche, comme le Plekanec le faisait. Mais à Age, ça ressort pas nécessairement. Fait que si j'avais à gager, ça serait sûrement en bas de 50%. Puis je vais aller voir sur notre plateforme de scouting tout de suite. Age. Mais tu sais, s'il devient un centre top 6, ça serait le meilleur des scénarios. Un gars 21e rang qui devient ton deuxième centre, ça serait vraiment bon. Là. Tu sais, ici, total, il en a gagné 6 sur 9, 3 sur 10, 4 sur 9, 5 sur 7, 11 sur 19. Puis ça, c'est l'année passée. Fait pas mal autour de 50%. 3 sur 10 fait mal. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est ça. C'est pas une de ses forces, mais c'est pas non plus négatif. Fait que et voilà. J'ai pas eu la chance de regarder encore Age en action. J'ai plus regardé ses statistiques pour mes hebdos CH. Mais j'ai la liste des marqueurs présentement dans la NCAA, Pascal. Et si ça t'intéresse, je tiens à te dire que Michael Age produit plus présentement que Sacha Boisvert, Cole Iserman, James Haggins. Fait que tu sais, c'est une belle entrée en la matière pour Michael Age. Considérant que les joueurs que je viens de nommer, outre Sacha Boisvert qu'à North Dakota, c'est pas nécessairement la meilleure équipe de l'NCAA.
C'est un Mais bon James programme, mais c'est pas la meilleure équipe. C'est ça, mais tu sais, dans le sens que James Haggins, il est quand même très bien entouré à Boston. Quoique, il jouait quand même sur un trio avec André Gasso et je crois que c'était Teddy Stega. Le match que Oui. j'ai regardé, les deux Oui, matchs c'est que j'ai encore ça. regardés. Tout le temps ça, ouais. Fait que tu sais, on aurait pensé qu'il aurait joué avec Perrault, puis finalement, c'est pas le cas encore. Mais tu sais, il y a quand même un appui à Boston. Puis Cole Eiserman aussi à Boston a un appui. Puis Age a plus de points qu'eux autres. Fait que tu sais, c'est quand même satisfaisant niveau rendement présentement. Puis je tiens à te dire, Pascal, tant qu'à avoir la liste des meilleurs marqueurs de la NCAA, qui est le meilleur marqueur jusqu'ici dans la NCAA selon toi? Jake Devine. Jake Devine. Avec 9 points en 4 matchs. T'aurais pu me dire Devine. T'as-tu dit Devine qui? Non, j'ai pas pensé faire de... Je suis beaucoup trop fatigué pour penser à faire des jeux de mots, là. Oublie ça. Ouais, Jake Devine, j'ai hâte de le voir passer au niveau supérieur. On va voir si ça va bien se traduire. Ouais, ça c'est un un, gars joueur que je risque d'être fier d'avoir classé. Ben, il était pas incroyablement haut, mais c'est un joueur que je classais quand même pour la deuxième ronde. Je serais curieux de relire ma quote. Je pense que je disais que dans le coin de la troisième, quatrième, il faudrait pas que ce gars-là glisse plus loin. Non, moi, au prélim de cette année-là, je pense que je l'avais 14e. Genre. Ouais, c'est vrai, tu l'avais Je haut l'avais pas mal. vraiment haut. Mm. Puis c'est juste que ça n'a jamais levé vraiment offensivement dans son année de repêchage. Mais dans les années subséquentes, oui, là, ça a commencé à lever. Mais comme un plafond offensif pas trop élevé, mais j'aime le voir se développer autant. Là, c'est sûr que là, il va être rendu à 21. Là. Pas Ouais, c'est plus, ça. Puis, tu sais, il est quand même dans un bon programme. Ah oui. Puis, tant qu'à parler un peu de certains brags d'anciennes listes, je tiens à dire que Haydar Souniev, que j'avais 27e, a 7 points jusqu'ici dans la NCAA avec Massachusetts. Comment qu'il y a Oscar Verlette, s'il te plaît, dans la SHL? Oh, ouais, t'étais dû pour en parler de Vuillette. De Vuillette, hein. On va arrêter là, on va passer aux prochaines questions, je pense. On ne serait pas à parler tout le temps là, du même espoir. Non, c'est ça. Question sur le repêchage 2025 et c'est Simon Limoges qui nous pose la question. On a vu là, Roger McQueen, il est blessé récemment. C'est un gars qui est classé quand même assez haut pour le repêchage 2025. Mais il y a aussi LG Mooney qui s'est blessé à cause d'un coup de genou quand même assez vicieux. C'était... on s'entend. J'étais pas très content. Sa maman non plus. Non, Elle c'est n'était pas très contente. Considérant, tu sais, Roger McQueen, sa sélection, je vulgarise un peu la question, mais la sélection de Roger McQueen s'appuie sur son talent, évidemment, sur ce qu'il fait sur la patinoire, mais aussi par le profil. Tu sais, c'est un ailier de 6 pieds 5 qui patine bien, qui a un excellent lancer. LG Mooney, très petit gabarit. Offensif, rugueux quand même, mais il n'y a pas cet aspect gabarit-là dans son coffre à outils, malheureusement, puis ça n'arrivera jamais. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, cette blessure-là de LG Mooney, peut-elle jouer sur son rang de sélection à cause de ça, justement? Ça fait mal. Surtout dans un programme américain aussi peu relevé. De le voir, mettons, qu'il aurait été... C'est une bougie d'allumage offensivement, ce gars-là. Il se donne à fond, peu importe le moment. Honnêtement, là, pour avoir... j'ai regardé peut-être 3 matchs du programme jusqu'ici, puis LG Mooney avait un peu l'effet de Lane Hudson quand il a la rondelle. Tu vois que quand Mooney il a la rondelle, il va se passer de quoi, mais le reste du club, quand ils ont la rondelle... Ça fait mal, c'est ça. C'est lourd, là. C'est pas une grande édition. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans un sujet, mais c'est pas une grande édition du programme américain. Puis là, sans Mooney, c'est pas mieux. Là. Ouais, offensivement parlant, ça fait pitié. Il y a des noms intéressants comme Carter Amico, puis William Moore, puis c'est ça. Mais collectivement parlant, c'est une équipe qui manque de punch, qui manque de leadership, je crois aussi. Puis Mooney, mais il amenait beaucoup d'entrain. Puis de la blessure fait mal. Ça fait mal à son évaluation parce que c'est surtout la constance qu'on allait évaluer pour lui dans un contexte assez difficile du programme américain qui est une année un peu off.
Donc, de l'avoir vu jouer, de le voir jouer souvent, puis tout, puis avoir un impact à tous les matchs, puis d'être la bougie d'allumage de l'équipe, ça l'aurait assurément aidé pour le repêchage. Mais ça fait quand même longtemps qu'il est connu. Fait que, tu sais, il y a quand même ça qui joue pour lui, mais il est tellement petit que je m'attends pas en tout à une sortie en première ronde. Zéro, là, surtout avec cette blessure-là. Là. Puis avec l'équipe qui est un peu à chier. Mais ça serait vraiment étonnant là, de le voir sortir en première ronde cette année. Peut-être en deuxième. Là. Parce que moi, personnellement, je serais sacrément content que mon équipe le prenne ou que n'importe quelle équipe le prenne. Parce qu'il y a le wow factor pour LG Mooney. Puis il y a les meilleures célébrations aussi. Fait des dabs sur la moitié de la glace. Donc, non. N'importe qui le regarde jouer va être d'accord avec nous autres que tu le veux dans ton pipeline. À cause de l'aspect wow. Comme Lane Hudson. Mais c'est pas le même genre de joueur, là. Mais c'est juste qu'il amène beaucoup à une équipe. Puis on le voit à 100% en ce moment que son absence, ça fait mal. Prochaine question, je trouve ça intéressant. Puis j'aurais dû te la balancer plus de bonheur. Je sais pas si tu l'as lu sur Patreon, là, parce que ça va nécessiter peut-être un peu de recherche. Mais la question est bonne de Denis Pierre. Qui sera le prochain? David Pastrnak, Jake Oettinger ou Wyatt Johnston? Soit la prochaine vedette choisie après le 20e rang. Fait qu'on parle là, ici là, de joueurs qui, repêchés plus tard, une fois dans la Ligue nationale, explosent littéralement. Performent beaucoup plus en étant repêchés plus loin que des joueurs qui ont été repêchés en première ronde. Moi, Pascal, j'y vais d'une réponse facile parce que pendant que tu parlais d'LG Mooney, je regardais mes réponses que je pouvais donner. Mais la réponse facile pour moi présentement, c'est Logan Stankoven. Ouais. C'est un joueur on adorait au repêchage, à son année repêchage. Puis tu sais, là, cette année, moi, c'est mon choix pour le trophée Calder. Je pense que ça peut être pas un joueur de points par match, mais tu sais, il y a l'aspect rugueux qui s'ajoute au fait qu'il est très offensif, puis il rentre dans une équipe qui est mature déjà en plus. Ouais. Fait que c'est des facteurs pour lui. Le contexte est incroyable. C'est ça, là. Puis tu sais, il a été repêché 47e. Puis, tu sais, présentement, il a 21 points en 31 matchs. Puis, tu sais, moi, je m'attends quand même à une saison recrue assez dominante. Il y a déjà 7 points. Puis, il y a 7 points dans la course au Calder. Puis Matvei Michkov en a autant. Sauf que Logan Stankoven produit à 5 contre 5. Tu sais, j'avais la discussion. En plus. Ouais, Pas de but, c'est toujours été ça qui le ressortait. C'est ça. Puis tu sais, j'avais la discussion aujourd'hui justement avec un ami. Puis tu sais, il disait que Michkov a 7 points en 7 matchs. C'est excellent. Tu sais, un bon début de saison. Mais il y en a 6 points en power play. Pour que ce gars-là termine avec 80 points cette année, il faut au moins qu'il aille à peu près 70 points en power play. Je fais un calcul rapide, là, mais c'est quasi impossible. Fait que Michkov va falloir qu'il commence à produire à 5 contre 5, ce que Stankoven est capable de faire. T'sais. Fait que dans un premier joueur que je dirais, là, le prochain joueur choisi tardivement qui va exploser offensivement, Logan Stankoven. Moi, c'est Fowler, Hudson, puis Age. Le Homer qui parle juste des Canadiens. Je pensais que tu allais dire Danila Yurov. Ben, c'est parce qu'on n'a pas encore assez de données. Il n'est pas encore dans la Ligue nationale. Moi, j'espère. Ouais. J'espère qu'il va. Parce que je l'avais quand même classé dans mon top 10. Là. Mm-hmm. Fait que j'espère qu'une fois dans la Ligue nationale, il va tout péter. Mais on n'a pas encore ces données-là versus Stankoven, qu'il y a déjà des données comme de quoi que dans la Ligue nationale, il y a le talent pour être très bon. T'sais. Ouais. Mais, tu sais, si j'avais vraiment. Là, j'ai pas vu la question de ça. Mirosh Nishenko, je pense qu'il y a des bons choix. Il y a des bonnes chances quand même d'avoir un impact dans la ligue. T'sais, ça serait facile de dire Hudson aussi. Là, on le voit, là, on le voit devant nos yeux qu'il va avoir un impact. Là, qui a été repêché quand même assez tardivement dans la Ligue nationale. Mais
Miroshnichenko a été repêché 20e. Yurov a été repêché 24e. Je pense que ça va être deux très, très bons joueurs dans la ligue. Vedette, je pense que Yurov a démontré plus en ce moment que Miroshnichenko. Mais on verra bien pour la suite. Mais mettons... C'est sûr que, tu sais, 2024, là, c'est un peu tôt, là. Ouais, c'est tôt. On a très peu de données pour s'avancer là-dessus. Là, tu sais. Même je regarde 2022. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Kulich va être un joueur comme ça? Non. Mathieu Poitras, c'est probablement lui, un des choix tardifs qui a eu le plus de matchs joués. On peut pas dire ça non plus. Tu sais, moi, les noms que je m'étais notés, Pascal, là, évidemment, Jason Robertson, mais je pense pas qu'on puisse le... Tu sais, il est déjà établi comme prochaine vedette choisie loin. Johnston a été pris en 2021. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment dire de 2021, vu que les prochains, ça fait partie de Johnston. En tout cas, bref. Parce que sinon, tu sais, si on recule, tu sais, je comprends l'aspect prochain, mais mettons, on recule J.J. Moser, Matthew Nice, J.J. Peterka, Brock Faber, tu sais, c'est des gars repêchés plus tard que dans la Ligue nationale, ils ont des impacts, tu sais. Sinon, tu sais, en 2022, vite de même, peut-être Fraser Minton à Toronto. Ouais. Cédric nous mentionne Quentin Musty. Ce serait pas mauvais. Ouais. Quentin Musty avec les Sharks. Ouais, je suis pas sûr, par exemple, qu'il va être une vedette nécessairement. Mais c'est son apport dans le noyau à San Jose va être le fun. On pourrait nommer Luno. Qui joue sa première paire quand même avec les Ducks. Ouais, pas de points, mais il est bon. Ça va super bien pour lui là, avec les Ducks. Bonne question quand même. De vraiment y aller avec un Josh Doan. Josh Doan pourrait être assez intéressant, mais vraiment, Pasternak, c'est un joueur de premier trio. Ottinger, c'est un défenseur. Un gardien numéro 1. Johnston, c'est un top 6, voire top 4 dans une équipe là, au niveau de l'attaque. Là. Mais vraiment, de dire le prochain repêché tardivement qui pourrait être là-dedans, moi, je demeure avec Yurov et Miroshnichenko, puis il y a Parma Hudson. Là. Vraiment plus là-dedans là, que j'irais. Puis pour vraiment des choix tardifs, mais ce serait Violette. En commentaire, PL Vizina nous mentionne Jimmy Snuggerud. Effectivement, Snuggerud pourrait rentrer. Il est pas tant bien parti pour... ça a quand même pas mal été là, dans les 2 saisons NCAA, mais son petit refus d'aller dans le hockey professionnel, ça gosse un peu, puis il y a un manque de progression quand même, un petit peu. Là. Fait que... Emile Hemming, que Simon Limoges nous soulève aussi. Tant qu'à sortir ces deux joueurs-là, même si on a un peu moins de données, je garderais quand même Yurov dans les choix et Stan Coven parce qu'on a plus de. Ouais, Stan Coven, ça c'est sûr, certain, là, il est dans les top choix pour l'être. Alright, prochaine question. C'est, je crois que c'est Alexis qui nous la posait. Je vais aller voir, mais c'est une question plus par rapport à nos procédés d'observation. Ouais, c'est Alexis Desroches qui l'a posé. L'aspect le plus difficile à évaluer chez un joueur, un prospect, puis quel aspect est le plus important pour avoir du succès dans la Ligue nationale? Tout est un peu important, selon moi. Mais l'aspect le plus difficile à évaluer, c'est... Veux pas, c'est la projection un peu. Là. C'est un tout. C'est vraiment de projeter son rôle, puis de qu'est-ce qu'il fait en ce moment qu'il va être capable de se trouver une chaise. Tu sais, c'est comme... Il n'y a pas vraiment de choses en particulier. Oui, le hockey sense, oui, le patin, c'est important, puis la façon qu'il dans les deux sens, puis tout. T'sais. Mais dans le profil que le joueur a au moment de son repêchage, puis les habiletés qu'il a,
c'est la projection de quelle chaise qu'il va avoir. Est-ce qu'il va être capable de faire ça au prochain niveau? Moi, je trouve que c'est le plus difficile, mais c'est comme tout. C'est ça, pour ça qu'on regarde un joueur. Mais si, mettons, tu me parles de l'aspect le plus difficile à évaluer au moment de regarder un match, là, vraiment un match, c'est le Hockey Sense à mes yeux. Parce que, à cause des différentes ligues, des différents contextes, des différents coéquipiers, ben, des fois, il y a un joueur qui va avoir plus de facilité dans un contexte donné, parce qu'il y a plus d'espace, il y a moins de physique, fait qu'il peut vraiment plus s'en donner à Corjois. Là, ça, c'est un autre prospect qui est dans un contexte plus difficile, qui en demande peut-être moins au niveau de la créativité, mais il joue avec des moins. En tout cas, vous voyez le genre, je pense vraiment que c'est le Hockey Sense, parce que tout le monde a pas mal des définitions différentes pour ça. Mais c'est tellement plus spécial à définir, le Hockey Sense, que le patin ou le tir. Que c'est ça. Selon moi, c'est l'affaire la plus difficile à évaluer. Moi, l'aspect le plus difficile à évaluer chez un joueur et un prospect, c'est quand on en vient à faire nos top 5 de fin d'année. Tu sais, les top 5 qu'on met dans le guide, qu'on publie sur le site pour les différentes habiletés. C'est le tir frappé, parce que calvaire, on dirait qu'ils en font jamais des tirs frappés. Non, tu sais, c'est une petite blague que je passe parce que faut tout le temps que je recheck les tirs des joueurs. Tu sais, vraiment, là, sur Sports Contract, on peut regarder que les tirs des joueurs. Là. Si on veut, là, on fait pas ça. Là, mais... Ceux que je me suis noté, mettons, lui, un pas pire tir, ben, là, j'y regarde pour le tir frappé parce qu'il y a vraiment des slap shots, là. C'est la chose qu'on voit. C'est un art qui se perd, malheureusement. Mais non, j'abonde dans le même sens. C'est pour ça que je parlais du tir frappé, parce que je suis pas mal du même avis que toi. Là. Le hockey sense, c'est tellement une définition large et c'est très subjectif que c'est difficile. Évidemment, ce qui est difficile aussi, ben tout ce qui touche l'attitude. Hein, on le dit souvent, on n'a pas la chance de rencontrer tous les espoirs. On en croise un peu dans la LHJMQ parce qu'on va dans les arénas, mais si on descend pas dans les vestiaires après les matchs pour des entrevues, ben on les côtoie pas non plus. Fait je dirais que mon évaluation, mettons, des prospects du CH par le fait de les côtoyer à Laval va être un petit peu plus différente et plus personnalisée que des espoirs, mettons, du repêchage qu'on croise pas. Là, Puis, quel est le plus important pour avoir du succès dans la NHL? Selon le joueur, ça peut être différent, selon le type de profil qu'il y a. Mais moi, une des affaires les plus importantes, l'éthique de travail, c'est sûr que c'est important. Mais le talent aussi. Mais il faut pas. C'est un peu le tout, mais le caractère, dans le sens que il veut la rondelle, il veut avoir un impact, la constance des décisions, puis de peu importe le contexte, il se donne tout le temps à fond. Vous savez, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup chez un espoir. Est-ce que ça veut dire qu'il va avoir un impact de premier trio? Non, mais ça donne une base pour avoir un impact plus haut. Fait que, à mes yeux, c'est un des aspects les plus importants pour un espoir, afin pas nécessairement de mettre le plus haut dans ma liste, mais d'enlever beaucoup de points d'interrogation ou d'aspects un peu plus difficiles à évaluer chez un joueur. Ça enlève, ça permet de raffiner un peu la projection. Ça facilite la projection pour au moins avoir un rôle plus haut. Ça serait facile de dire, mettons, tel aspect est le plus important et tout, mais je pense que ce qui est important pour un espoir, c'est que si tu n'as pas une qualité élite en particulier, il faut que tu affiches la constance dans les détails. Fait que c'est vraiment au niveau de la constance qu'on va regarder. Puis ça prend une évaluation qui est plus longue, ça prend beaucoup de contexte et tout, mais quand tu produis contre les moins bonnes équipes, puis tu arrives contre les bonnes équipes, puis tu ne produis pas, c'est un gros red flag pour moi. C'est un peu ce qui expliquait pourquoi Andrew Crystal, mettons, je l'aimais plus ou moins à son année repêchage. Parce que oui, il récupérait des points,
Mais quand le jeu devenait serré, quand le jeu devenait plus corsé, ben il avait tendance à disparaître. C'était plus le Crystal qu'on voyait. Fait que la constance pour moi, puis c'est ça, la constance est très subjective par rapport à l'espoir qu'on regarde. Tu sais. C'est ça. Il y a ça aussi, je l'ai ajouté. C'est vraiment beaucoup du cas par cas. Tu sais. Un joueur que tu vois un peu plus comme un joueur de soutien, ben je veux pas de la constance nécessairement dans son apport offensif, je veux de la constance dans les détails, je veux de la constance dans sa polyvalence, tu sais. Mais c'est ça, c'est vraiment propre à chacun. Là, tu sais, quand tu évalues des mid-off, tu n'évalues pas nécessairement, est-ce qu'il va être rugueux, est-ce qu'il va bien jouer défensivement. Oui, c'est important, mais ce que tu vas faire, c'est évaluer son impact offensif, puis est-ce qu'il va être capable de faire les mêmes jeux en haut? Est-ce que sa mobilité va lui permettre ça? Est-ce que sa rapidité d'exécution, tout ça? Puis quand tu évalues les Mesher, c'est un peu pas le même genre de joueur, mais c'est un petit joueur qui est beaucoup sur les habiletés, sur penser la game plus haut que le reste autour de lui. Pas tant physique, quand même responsable ou conscient défensivement, mais tu vois les limites de un, tu vois les habiletés de l'autre, puis c'est là que tu es capable de vraiment les différencier. Mais si tu as évalué un gars comme Liam Ergren, mettons, ou Logan Stankoven, c'est complètement d'autres profils. Fait que tu sais, c'est d'autres affaires. Tu évalues les forces. OK, ces forces, est-ce que ces forces vont être capables d'être des forces en Ligue nationale de hockey? Si oui ou non, mais tu ramifies ton évaluation pour voir, OK, ça lui permet que ça va lui permettre que oui, ça peut-être pas, il va falloir qu'il en travaille. Est-ce que c'est facile à travailler, cet aspect-là? Non. Et red flag. Fait que, pour les défenseurs, c'est encore un autre monde. Fait que les goalers, même chose, c'est encore plus difficile, t'sais. Fait que c'est ça qui est le fun, en fait. Fait que tu développes toi-même ta propre échelle d'évaluation. Puis des fois, c'est juste, moi, j'ai pas de genre 90 attributs avec des chiffres. Là, on a mis sur les Game Report pour donner un aspect visuel aux joueurs des étoiles là, sur 10. Là. Mais j'ai pas de chart comme ça. Les équipes en ont, c'est correct, c'est des scouts. Moi, je suis pas un scout. C'est vraiment plus une question de feeling souvent. Puis bref, c'est ça. C'était bien beau vouloir faire ton classement avec des scores ou des attributs, whatever. Ça demeure que c'est toi qui mets le chiffre. C'est subjectif à 100% tout le temps. Peu importe ce que tu fais avec le traitement de tes chiffres. Puis qu'est-ce qui est le plus important pour avoir du succès comme observateur d'espoir, Pascal? L'humilité. C'est de savoir que tu vas te tromper. Ah oui, c'est ça. Puis de ne pas prendre les commentaires de monde qui ne regarde pas les games personnels. Ouais, ça, on avait de la misère au début, par exemple. Oui, on avait de la misère, mais à un moment donné, c'est parce qu'il a le droit sur son opinion. Oh, toi-en, ignore-le. Pas mal ça. Exact. Puis il y en a du monde qui nous écoute et qui partage avec nous autres. C'est ça qui est le fun. Yes. Question de Cédric Lorrain. À partir de quand, Pascal, un joueur devient un flop? Ben, ça dépend s'il y a un bon nom. Ouais, c'est ça. La ligne, elle se décide où? La question est un petit peu plus longue, mais je vais essayer de la vulgariser. Mettons, définir c'est quoi pour nous un flop. Où est-ce que la ligne, elle se dresse un petit peu? Pas juste le fait de faire genre, c'est un boom ou un boss. À partir de quand on se dit, OK, cet espoir-là n'a pas répondu à nos attentes, voici, c'est un flop. Elle se dessine où cette ligne-là? Ouais. Ben, tu sais, c'est dur de dire qu'un joueur de 4e ronde est un flop parce que justement, il a été repêché loin, il y avait plus de risques. On peut plus parler, mettons, de projets qui n'ont pas abouti. Mais quand est-ce qu'un projet n'aboutit pas? Ben, c'est quand il arrive dans la ligne américaine et il ne réussit pas à faire le saut ou qu'il ne réussit pas à avoir un impact dans la ligne américaine de hockey. Mais pour un joueur mettons, de première ronde, Philippe Méchard, mettons là, Philippe Méchard, c'est le parfait boomer bust qui a été repêché peut-être un peu trop tôt, mais qui avait quand même des habiletés. Quand est-ce qu'on peut lui dire que c'est un flop? Tout le monde a abandonné ou presque. Il y a un bon début de saison à Laval, donc c'est pas un flop en fin de compte. Ben, c'est encore trop tôt pour dire que c'est pas un flop, tout comme c'est encore trop tôt pour dire que c'est un flop. Parce qu'il n'a pas encore fait le saut en haut. Et là, on sait qu'il peut avoir un impact. En ce moment, là, ça va quand même bien à Laval. Parfait. Maintenant, est-ce que cet impact-là va être transposable en haut? C'est là qu'on va voir. C'est juste là qu'on est capable de dire qu'un prospect est un projet qui n'a pas fonctionné ou un flop. Moi, c'est la ligne. Qu'est-ce qui était plus important? C'est la ligne nationale de hockey? Ben, c'est ça.
C'est là qu'il faut que tu dessines. Comme Norlinder, c'est un projet qui n'a pas fonctionné. C'est pas nécessairement un flop parce que c'est un choix de troisième ronde qui a été repêché à 19 ans. C'est pas un flop. C'est un pétard mouillé parce que le monde, ils l'ont trop encensé pour rien. Mais c'est pas un flop. C'est juste un projet qui n'a pas fonctionné dans le contexte des Canadiens de Montréal. Je partage pas nécessairement ton avis, Pascal. Pour Norlinder ou ben Non, concept? pour Norlinder, je le partage à 100%. OK. Pétard mouillé, j'adore. Mais c'est plus au niveau de Méchard. J'ai de la misère à dire que Philippe Méchard pourrait être un flop. Regarde, à travers les années, les choix de fin de première ronde. Il y en a une chier de joueurs qui n'ont jamais percé. Fait que, tu sais, moi, je trouve même pas que parce que tu es repêché en première ronde puis que tu n'as pas de succès dans la Ligue nationale, tu es un flop. Moi, honnêtement, c'est juste par rapport aux attentes à ton année repêchage. C'est ça. Tu sais, parce que, pour le fun, j'ai écrit repêchage de la Ligue nationale 2004. Je me suis pris une année totalement au hasard. J'ai rentré ça pendant que tu parlais pour aller voir, tu sais, ça ressemble à quoi. Jamais, dans le fond. non, mais je pense que j'ai un TDAH. Je suis capable de faire 8 affaires en même temps. Fait que je t'écoute, puis je check en même temps. Puis des fois, je commence le montage. Fait que c'est pour ça que je finis les podcasts avec des gros mots de tête. C'est un mélange de ça et de mes comos. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. Bref, tu sais, j'ai regardé là, vraiment pour le fun 2004. J'ai rentré une année totalement au hasard pour regarder la fin de la première ronde. Puis tu sais, t'as des gars comme Chris Chuko, Rob Schramp, Jeff Schultz, Mark Fistrick. Il y a Mike Green, 29e, qui a eu une belle carrière. Mais t'as des gars là qui ont été repêchés puis finalement, ils n'ont pas des grosses carrières. Est-ce que c'est tous des flops? Moi, je pense pas. Là. Mais tu sais, quand je regarde un gars comme Laurie Tuukkonen, choisi 11e, il a joué 5 matchs dans la Ligue nationale. Ça, à mon avis, c'était pas mal un flop. T'as été repêché très haut, il y a des attentes quand tu frôles le top 10 d'un repêchage dans la Ligue nationale, puis tu joues même pas dans la Ligue nationale. Ça, pour moi, c'est un flop. Là. Parce que, tu sais, moi, il y a aussi le concept d'un choix première ronde, ça vaut cher. Même un 28e, ça vaut quand même cher. Fait que, tu sais, oui, les attentes envers un choix plus haut, mais c'est surtout parce que si ton rendement équivaut pas à ce choix-là, ça demeure une problématique, tu sais. Un choix de deuxième ronde, fin de deuxième ronde, tu t'en fous un peu parce que ça a une valeur quand même, mais c'est pas une valeur incroyable. Là. Puis les chances de repêcher quelqu'un qui est quand même bon demeurent faibles. C'est pour ça que je parle de projet qui n'a pas fonctionné, tu sais. Mais un choix de première ronde, tu sais, moi, la limite, c'est vraiment... Tu sais, un choix de première ronde peut être un flop, mais un choix de deuxième ronde, je trouve ça plus difficile de dire, mettons, que c'est un flop parce que c'est à cause des chances puis tout ça. Mais un choix de première ronde, parce que tu peux le monnayer pas mal plus facilement, puis pour plus cher que plus tard, mettons. C'est mon concept un peu, mais tu sais, dire que Méchard est un flop, tu sais, c'est comme... Moi, je l'avais genre 50e sur ma liste, là. Mais c'est ça. Je l'évaluais vraiment plus loin, j'ai aucune attente pour lui, fait que c'est pas un plus, mettons, un projet qui fonctionnera peut-être probablement pas, mais la faute vient aux décideurs, vient pas aux joueurs. C'est ton projet à toi qui n'a pas fonctionné. C'est ça. Tu sais, un gars, mettons, qui est classé avant le repêchage, qui est classé quand même haut par les observateurs, puis tu sais, pas juste les observateurs amateurs comme nous, mettons, tu sais, mettons par les scouts sondés par Bob McKenzie, exemple. Des gars qui sont classés haut puis qui glissent à la fin de la première ronde, pour moi, c'est impossible que tu peux appeler ça un flop. Non, parce que les attentes n'étaient plus là. T'sais, oui, ils étaient classés haut, mais ils ont été repêchés plus bas que ce qu'on s'attendait à ce qu'ils sortent. Fait que s'ils connaissent pas des bonnes carrières, ben on va juste se permettre de dire ben finalement, à son année repêchage, il était peut-être classé haut, mais on comprend maintenant pourquoi il a descendu. On peut pas vraiment parler de lui comme un flop. Puis à l'inverse, Méchard, moi personnellement, c'était un joueur qui aurait dû sortir plus loin. Fait que tu sais, qui ne connaissent pas de succès dans la Ligue nationale en étant repêché 26e, j'ai de la misère à appeler ça un flop parce que c'est juste qu'il a été repêché trop haut. C'est une mauvaise décision. C'est pour ça que j'ai de la misère à... Tu sais, je me limiterais presque à dire que si tu n'es pas dans le top 15 d'un
Puis encore là, il y a encore du contexte à faire. Mais si t'es pas un haut choix qui déçoit, je trouve que l'étiquette de flop ne s'applique pas. Puis tu sais, une étiquette de flop, je l'attribue pas nécessairement à 100% aux joueurs. Il y a beaucoup du pourcentage de t'es un flop à la décision des décideurs, puis au développement, puis à leur évaluation à la base. Fait que tu sais, oui, un joueur est un flop, mais il y a 50% au plus que c'est la décision quand même de l'avoir pris là, tu sais. Fait que la ligne est où? Elle est partout. J'ai un bon exemple pour toi. Et moi, Oui. depuis tantôt, là, je suis sur Hockey DB. Là. Je fais du Hockey DB à soir, Pascal. Yes, on va t'appeler par un autre nom de famille. J'ai tapé cette fois-ci le repêchage 2013. Le Trise. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que Samuel Morin peut être jugé comme un flop, repêché 11e? Mais quand tu contextualises, oui, c'est ça. il y a tellement eu de blessures, il y a tellement Pas de eu... sa faute, tu peux pas dire que c'est un flop parce Non. que le gars, il s'est fait raisonner à Canis trop souvent puis qu'il peut plus jouer dans la Ligue nationale. Là, ouais, moi, j'adore cette expression-là, raisonner à Canis, parce que je suis un commotionné multiple. Donc, Mais tu sais, toujours dans le repêchage 2013, je parlais des hauts choix et des attentes. C'est pas parce que tu as une carrière dans la Ligue nationale que automatiquement tu ne peux pas être un flop. Jonathan Drouin, c'est-tu un flop? Oui. Repêché 3e, 337 points en 565 matchs. Oui. Fait que c'est tout ça. Comme Keiki l'est un à mes yeux, tout comme Galchenyuk l'est un, mais encore ça. plus, oui. parce que c'est lui, c'est tout son problème est de lui. C'est les attentes, c'est souvent les... Jonathan Drouin, là, techniquement, dans le junior, on pensait qu'il allait produire plus que McKinnon en Ligue nationale. Jamais été capable de transposer à 100%. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a une carrière dans la Ligue nationale. Il était blessé, oui, il y a eu des blessures, il y a eu des moments plus difficiles. Mais tu sais, les attentes envers lui étaient énormes. Choisi 3e, puis finalement, c'est un joueur complémentaire. C'est parfait. Colorado est bien content de l'avoir présentement. Mais reste que selon les attentes, pour moi, il a floppé. C'était censé être un gars de points par match, ce gars-là. Où se dessine la ligne? Un peu partout. C'est le contexte. C'est souvent le contexte. C'est vraiment du cas par cas, comme tu as dit là. C'est une bonne question, mais la question, ça va être dis-moi un joueur, il faut te le dire. Fabien vraiment Michel. dresser une ligne. Pas trop tôt. Parce que Cédric, il nous demandait ça en privé, fait que c'est pour ça. Trop tôt, mais il y a des petits points d'interrogation que quand il a joué en pré-saison puis tout, qui amène des red flags. Habituellement, Boston sont vraiment bons pour développer des joueurs. Si t'es pas capable de développer là alors que tu as tout le talent du monde, red flag. Surtout que il y a, je me rappelle pas c'est qui le journaliste de Boston, mais parlait que ça fitait pas du tout avec Brad Marchand sur son trio. Puis c'était beaucoup axé sur l'individualisme. C'est ça, on a déjà parlé. C'est ça. Fait que red flag. Mais non, écoute, moi je me promène dans les repêchages. Il y a énormément de flops. Là. Griffin Reinhart au 4e rang. Suite après Galchenyuk. Ça fait mal. C'est ça. Fait que tu sais. Puis tu sais, Ryan Murray 2e. 2012. Ah ouais, c'est quel draft de merde. Hey, honnêtement, Cédric, pour répondre à ta question, où se dessine la ligne? 2012. Morgan Riley est bon. C'est fou pareil, ce repêchage-là, il fait pitié. Hey, c'est épouvantable. Pour vrai, je me penche pas nécessairement toujours sur les anciens repêchages et tout, là, mais là, ça me saute d'en face. Yakupov, Ryan Murray, Galchenyuk, Reinhart comme top 4. Après ça, tu as Morgan Riley, Mpus Lindholm, Matt Dumba, Derek Pouliot, Jacob Trouba. Tu sais, dans un redraft, là, Philippe Forsberg, il serait premier. Là. Il est premier. Le gars qui a été échangé contre Martin Herra. Hey, honnêtement, ça fait pitié ce repêchage-là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Le repêchage des flops 2012.
C'est un bon On va exemple. s'entendre là-dessus. On va s'entendre là-dessus. All right. Dernière question, puis je la gardais pour la fin parce que je la trouvais non seulement très intéressante, mais je trouvais que le sujet sortait un petit peu plus là, des autres sujets proposés. C'est par rapport au match CHL contre les États-Unis. L'équipe de la CHL a sorti son alignement récemment. Notons la présence de Matthew Schaefer qui revenait au jeu en ce 24 octobre. Oui. Ce soir, en fait, au moment C'est d'enregistrer. ce que je regardais pendant qu'on se parlait au début. Exact. Fait que Matthew Schaefer va être de l'alignement. USN TDP, qui est le programme américain, qui n'est pas un gros programme, on en parlait tantôt. On pourrait y revenir dès maintenant. Mais Pascal, tes impressions sur l'équipe de la CHL et sur l'événement en général? Ça va faire mal. En tout cas, le CHL va probablement les torcher. Ça ne devrait pas être serré au front, à mes yeux. Parce que là, la CHL, c'est vraiment un repêchage canadien cette année, là. C'est un repêchage de la CHL avec des bons joueurs en NCAA, quelques Européens corrects, un Russe potable, mettons. Ben, tu sais, pas potable, là, mais tu sais, qui est bon, Ryabkin, mais ça va pas super bien. Fait que, non, les gardiens de but, t'as Ivankovic puis Ravensbergen, c'est comme... Puis il aurait pu avoir Adam Beckman aussi. Là. Ah oui, il aurait pu en avoir. Ben, il aurait pu avoir Stevetak. Il aurait pu avoir pas mal de gardiens de but. Là, ils vont être pognés. L'autre bord, c'est quoi? C'est Quinlan? Quinlan? Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Là. Probablement, oui. Ça fait pitié, là. Moi, j'aurais aimé ça que le match inclue des joueurs de la NCAA aussi. Ça serait quand même assez intéressant d'avoir des fonds Haggins, après ça, Potter, Vensaghi, je pense son nom, puis Hensler. Mais c'est ça, c'est dans le fond, Hensler, Potter, puis Haggins. Ben, ces trois joueurs-là, ils sont plus avec le programme, mais c'est des grosses têtes d'affiche du programme l'année passée de cet âge-là. Là. Ça fait mal pareil de ne pas les avoir parce qu'ils font pitié. J'espère que Mooney. Je ne penserais pas qu'ils reviennent là, pour ça. Attends, c'est quand est-ce le match? C'est en novembre? Je pense même que c'est en décembre. Ah ouais, ça se peut que ce soit décembre. Parce que Roger McQueen est blessé jusqu'au minimum mi-décembre, je crois. Puis c'est peut-être plus, puis il n'est pas dans l'alignement. Fait que c'est soit début décembre, mais écoute, je peux te vérifier ça immédiatement. Là. Ça va être tenu le... Match à London, c'est le 26 novembre, puis le deuxième match, c'est le lendemain. Fait que fin novembre, finalement. Fin novembre. Ça n'a pas long, dans un mois. Ouais. Dans un mois. J'ai hâte pareil, mais ça va être un massacre. Je m'attends à un massacre. Ouais, moi aussi. Ça devrait pas être beau. Juste avec le duo de gardiens et la défensive, tu sais, avec Etchison, Schaefer, il y a beaucoup de défenseurs. Smith, il y a Beauchesne aussi, puis Reese Hamilton aussi. Tu sais, c'est des gars qui ont joué ensemble au Linka cet été. Fait que, il y a déjà des chimies qui sont installées. Cameron Reed, je pense. Cameron Reed, il est là aussi. Fait que, c'est sûr que le programme américain aussi a une chimie, mais ils n'ont pas le punch offensif pour, premièrement, embourber cette défensive-là. Et deuxièmement, battre des gardiens comme Ivankovic puis Ravensbergen. Puis, tu sais, même si ils ont une chimie. La seule affaire qu'ils ont de plus, le programme, c'est qu'ils ont une chimie. Ils ont joué plusieurs années ensemble. À part ça, il n'y a rien d'autre. Ouais, mais tu sais, en même temps, les joueurs sélectionnés par la CHL, c'est majoritairement des joueurs qui ont joué dans les programmes de Team Canada ensemble. Ouais, il y a ça aussi. Déjà, il y a cet avantage-là pour le Canada aussi. Là. Fait que... puis dans la question, je crois que c'était Simon qui posait la question. Quelles sont tes réactions, Pascal, sur le fait que Émile Guité et Alex Ouhang ont été balayés de la main pour cet événement-là?
Il y avait Fiddler aussi au niveau des défenseurs. Ben, ils ne méritent pas. Avec Team Canada, ils ont été excellents au 17, au Linka et tout. Début de saison exécrable, je le trouve. Parce que Guité, il a pas un gros impact avec les Saguenayens. La perte de Maxime Massé fait mal, mais Guité n'est pas capable de prendre, le dessus, je trouve. Là, ça va pas bien en début de saison, comme l'année passée, ça a été. C'est pas nécessairement qu'il est spectateur, mais ses choix de tir sont pas bons. Il ne crée pas d'offensive outre mesure, alors qu'il pourrait profiter du fait qu'on s'attend tout le temps qu'il tire. Je trouve qu'il n'est pas assez trompeur. Ses choix, il tire pas de n'importe où, mais pas loin. Puis ça donne pas assez de misère au gardien de but. Fait que je suis très déçu. Défensivement parlant, il se laisse glisser souvent. Il fait des passes en plein milieu. Il fait beaucoup d'erreurs de décision en transition aussi. Wang, c'est pas un prospect que je déteste. Physiquement parlant, il est imité, il est excessivement intelligent, il a un bon bâton. De mobilité, ça va, mais je trouve qu'il manque d'explosion quand même. Je trouve que c'est plus difficile cette année qu'au niveau de sa mobilité. Je trouve que ça ressort pas autant que ça le faisait de l'année passée. Un gars de transition, ça va quand même bien, mais il y a trop de limites pour que je le vois en première ronde en ce moment. Puis, en ce moment, Aitchison est meilleur. Tu sais, Quinn Beauchesne, c'est un gros leader, fait que probablement pour ça qu'il est là. Mais tu sais, Fiddler, Schaefer, Reed, Hamilton, puis Smith, je comprends pourquoi ils ont été préférés à Huang. Puis au niveau de l'offensive, c'est comme les noms qu'il y a là, tu sais. Mais là, tu me l'apprends parce que je me souvenais pas, mais Fiddler va jouer pour la CHL, pour pas le Canada, mais c'est quand même particulier pareil, hein, parce qu'il jouait pour les Américains au Lincoln. Ouais. Il y a la double nationalité, il faut le spécifier, mais... Ouais, il joue pour les All Kings. Disons que le programme américain aurait bénéficié un peu de Fiddler dans son alignement. Quoique défensivement, tu sais, c'est pas là qu'est le problème nécessairement. Là. C'est plus en offensive. Là, mais... Oh, oui. Mais tu sais, Lakovic, Reshny, O'Brien, Misha, Spence, Cameron Schmid, Kindle, Martin, Bear, Coots, Desnoyers, Carbonneau. Il n'y a pas grand joueur de quatrième trio là-dedans. C'est... il y a de tout, en fait. Un peu de tout. C'est vraiment une bonne cuvée pour la CHL. C'est pas déplaisant. Ça va être le fun à regarder, ça, c'est sûr et certain. On va en parler. On le voit avec la nomination de cet événement-là, mais tu sais, Guité l'année passée, avec Desnoyers, puis possiblement Wang, c'était peut-être des cibles en première ronde, mais clairement, Justin Carbonneau vient de prendre une bonne vitesse, une bonne distance sur Émile Guité, du moins. Zachary Morin aussi commence à augmenter. J'ai hâte de voir, lui. Ouais, j'ai vu ton rapport hebdo cette semaine. J'ai vu qu'offensivement, ça avait décloché. Moi, je l'ai regardé en USHL en regardant, je me rappelle plus c'est qui, mais c'était pénible. Ben, en fait, je l'ai regardé pour quand il avait annoncé qu'il allait switcher. Là, je voulais voir ses présences. Il était très peu nombreuses, on s'entend. Ouais. Mais je suis content de savoir que Zachary Morin, offensivement, débloque quand même un peu parce que c'est le genre de joueur qu'en USHL, il s'imposait physiquement. Il était tannant, il était limite cocky quand il marquait des buts. Puis ça n'arrivait pas très souvent, mais il était quand même cocky. Fait que j'ai hâte de voir dans LHJMQ. Moi, je ne l'ai pas encore vu non plus. Ça va y avoir certainement aidé d'être venu dans la LHJMQ. Ouais, c'est clair. Ouais. All right, Pascal, ça fait le tour des sujets qu'on avait à traiter ce soir dans ce podcast. Merci encore aux membres d'avoir été créatifs comme ça, de nous avoir encore une fois envoyé des sujets le fun à jaser. Nous, on aime vraiment ça, faire ce type de podcast-là, honnêtement, parce que ça laisse la parole à vous. Puis après ça, nous, ça nous permet de déblatérer sur les sujets que vous vouliez, dans le fond. C'est toujours des épisodes le fun à faire. Fait que l'épisode va être disponible audio-vidéo sur Patreon en intégrale, puis sur YouTube en quelques vidéos séparées pour la chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup Pascal d'avoir été au rendez-vous. Merci aux gens qui nous écoutent, puis on se revoit
dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Yes.